Partage d'écran et hop, c'est parti. Voilà, on peut y aller. Donc, merci à toutes et tous de votre attention. Avant de démarrer, je voudrais quand même remercier Pascal d'avoir eu une pensée pour Jean-Léon Beauvois. Et je pense que Didier et moi nous y associons fortement parce qu'il a compté dans nos… Jean-Léon a compté dans nos 3 carrières à différents niveaux, à différents moments. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir une pensée pour lui. Et j'en profite, comme tu en as beaucoup parlé, pour avoir une pensée également pour son compère, ami et collègue, Rodolphe Guiglione. Je ne sais pas où ils sont en ce moment, mais en tout cas, on pense à eux. Alors, je vais vous parler d'une recherche collective qui a impliqué plusieurs membres de l'IMSIC et qui a bénéficié de 2 financements et dans laquelle ont également été impliqués des étudiants de master de l'IMSIC. Donc, je vais très rapidement vous annoncer le plan. Donc, après vous avoir présenté le contexte théorique et les questions de recherche, puis la méthodologie, je vais me concentrer sur les principaux résultats de la recherche et laisser un temps d'échange, bien sûr, et directement aussi avec les résultats, passer aux apports à la littérature. Donc, concernant le contexte théorique et les questions de recherche, au cours de la dernière décennie, de nombreuses recherches ont été consacrées à l'étude des liens entre médias et bien-être, et par exemple en montrant comment les gens utilisent les médias pour améliorer leur bien-être. Et vous pensez bien que la pandémie de Covid-19, les confinements, les conséquences qui en découlent en termes de bien-être des populations ont fourni aux chercheurs une occasion sans précédent de mieux comprendre ces relations et la manière dont les gens utilisaient les médias pour gérer leurs affects négatifs et leur bien-être, sachant que considérés à cette large échelle, les mécanismes qui sous-tendent l'efficacité perçue de ces usages restent encore peu connus. Donc, dans ce contexte inédit, et pour combler ce manque, nous avons mené une enquête qualitative, longitudinale, afin de saisir les mécanismes qui sous-tendent l'utilisation des médias numériques et traditionnels pour s'adapter à cette situation aversive, on l'a tous vécu, toutes et toutes vécu, et gérer les émotions et le bien-être. Donc, on est ici dans une approche globale, issue de la psychologie positive au départ, mais qui, du point de vue des cycles, c'est important de contextualiser théoriquement, s'inscrit quand même dans les études, au sein des études sur les usages et gratifications, c'est-à-dire sur les besoins satisfaits, mais aussi les satisfactions et gratifications obtenues en s'exposant aux médias et à leur contenu et en interagissant avec les médias numériques. Donc, on a un lien avec les travaux fondateurs de Katz, Blumler, Gurevitch, notamment dans les années 70. Donc, là, au niveau du contexte théorique, c'est vrai qu'on sait que dans le contexte de risque sanitaire majeur de la pandémie de Covid-19, on a une altération de l'état émotionnel très forte, une altération du bien-être, une augmentation des affects négatifs et du stress dans la population, mais également une augmentation, et ça a été montré par de nombreuses études, du temps d'utilisation des médias, notamment en lien avec les confinements, évidemment. Et dès lors, il est intéressant, et j'en arrive au deuxième point, de considérer les médias comme une source de copying. Donc, très rapidement, ce qu'on appelle un copying, c'est une stratégie d'adaptation, un effort cognitif et comportemental continu pour gérer des demandes spécifiques, externes ou internes, et qui sont considérées comme taxant ou dépassant les ressources de l'individu. Donc là, ce sont les travaux fondateurs de Lazarus et Buckman. Au niveau donc il existe différents types de copying, bien sûr. Nous sommes intéressés au copying médiatique, qui sont des stratégies qui impliquent l'usage des médias et de leur contenu pour mieux s'adapter, en l'occurrence ici, à la situation aversive et menaçante liée à l'épidémie de Covid-19 et liée également au confinement pour réguler les émotions et améliorer le bien-être. Donc, globalement et très rapidement, on envisage 3 types de bien-être en lien avec les médias globalement. Des études ont identifié des liens entre le bien-être hédonique et les médias. Donc, le bien-être hédonique, qu'on appelle également bien-être subjectif, est atteint lorsqu'on ressent un maximum d'émotions positives, un minimum d'émotions négatives et une satisfaction globale de la vie. Donc, globalement, il est lié à la régulation émotionnelle et aux humeurs. Le deuxième, c'est le bien-être psychologique, qu'on appelle aussi eudémonique, qui est plus un mode de vie en lien avec le sens de la vie, en accord avec ses valeurs, en lien avec le sentiment d'accomplissement de soi.
Et le troisième type de bien-être, c'est le bien-être social, sachant que bien sûr, on pourrait parler de composantes parce qu'ils sont très liés, qui se définit par la satisfaction des besoins sociaux, l'existence de relations sociales constructives, de soutiens sociaux positifs, et Keyes a identifié différentes dimensions. Donc, ces trois bien-être ont été extrêmement altérés lors des confinements, et notre objectif était de mieux comprendre les copings médiatiques mis en place par les personnes pour améliorer le bien-être pendant la crise, avec ces questions de recherche sur les types de coping médiatiques mis en place pour s'adapter à la situation, mais également, et c'était notre objectif, la dynamique globale de fonctionnement de ces copings médiatiques, leur efficacité perçue sur le bien-être et surtout leur évolution dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a mis en place au niveau méthodologique une enquête qualitative longitudinale qui nous semblait être la mieux appropriée pour traiter de ces questions. Et on a adopté une perspective plutôt phénoménologique et on a conçu une enquête qualitative longitudinale, donc vous avez les détails sur le diaporama, qui repose sur 7 vagues d'entretien. On a commencé les entretiens au bout de 10 jours de confinement et on les a terminés, au cours du deuxième confinement. Donc on a mené cette enquête de mars à décembre 2020, ce qui représente 36 semaines et 7 vagues d'entretien. Lors du premier confinement, au moment du déconfinement, lors du deuxième confinement. Et elle a été conduite auprès de 31 personnes résidant en France, ce qui représente 205 entretiens, 192 heures d'enregistrement. Donc, nos objectifs étaient de recueillir les discours très rapidement, je ne rentre pas dans les détails, sur les usages médiatiques, mais premièrement, par rapport à la modification des usages par rapport à ce qu'ils étaient avant le confinement. Et deuxièmement, toujours les usages médiatiques, mais comment ils étaient utilisés pour réguler les émotions et le bien-être. Et là, je restreins, parce que notre étude était beaucoup plus vaste et traitait beaucoup plus de points. Là, je restreins aux usages médiatiques. Et donc, les analyses ont été conduites lors de chaque vague d'entretien de manière synchronique et également de manière diachronique, c'est-à-dire entre chaque vague. Et donc, le point de saturation selon les entretiens, on l'a atteint entre le 22e et le 26e entretien. Et s'ajoute, ce qui est plutôt bien au niveau heuristique. Et je voudrais juste préciser qu'on a également fait, certains d'entre nous, puisqu'on était, je crois, 7 chercheurs, 8 chercheurs au départ, puis même on est monté à 12 au niveau du recueil des données. Il y a eu pour certains des chercheurs des enquêteurs qui étaient eux-mêmes en situation de confinement, la mise en place d'une introspection guidée empruntées à l'ethnométhodologie, et des auto-observations ont été faites et elles nous ont servi pour notamment les carnets de notes qui ont été pris pour préciser. Ça a un autre statut au niveau évidemment épistémologique et heuristique, mais ça a permis de préciser. Donc au niveau des résultats, j'y vais directement. Sur ce schéma, on a vraiment tenté de proposer une compréhension globale des stratégies qui impliquent l'utilisation des médias et de leur contenu pour mieux s'adapter à la crise sanitaire du Covid et au confinement. Et globalement, on a mis en avant 2 catégories de coping médiatique très divers, plus ou moins activement déclenchés, mais surtout à 2 moments différents. C'est-à-dire qu'il y a une première catégorie de premier niveau que vous voyez au milieu, qui a été mise en œuvre dès les premiers jours du confinement. C'est celui-ci. Dès les premiers jours du confinement, vous voyez là. Et une deuxième, donc qui comprend 4 familles sur lesquelles je vais m'arrêter. Et à partir de la 4e semaine de confinement, vous voyez sur la droite du schéma une catégorie de coping médiatique de 2e niveau, probablement, dont d'autres copings médiatiques, probablement parce que les personnes interrogées percevaient les copings médiatiques mis en place au départ comme inefficaces, en tout cas non adaptés pour gérer leurs émotions, réguler leurs émotions et leur bien-être. Donc, elle aussi comprend 4 familles, j'y reviendrai. Donc, concernant la première catégorie de coping médiatique de premier niveau, globalement, 2 concernent le bien-être social et 2, d'une part, le bien-être hédonique et d'autre part, le bien-être psychologique. Donc, première famille,
au sein de ces copings médiatiques de premier niveau. Dès le début du confinement, on a eu une famille de copings médiatiques qui reposait sur des usages soit actifs, soit passifs des médias sociaux. Les usages des médias sociaux ont explosé, le temps d'exposition et d'interaction a explosé pendant les confinements. Et cette famille était centrée, donc de coping, était centrée sur la satisfaction de besoins, d'objectifs sociaux, socio-affectifs en lien avec le bien-être social. Vous l'aurez compris. Et donc, il y a eu des usages actifs. Alors, actif, ça veut dire qu'on communique avec les autres. Les personnes enquêtées utilisaient activement des plateformes numériques et de communication plateformes numériques de communication audiovisuelle pour maintenir et préserver les liens avec les proches. On a probablement tous ici vécu des apéros Skype avec la famille ou avec les amis ou autres plateformes. Hein. Ces plateformes ont été considérées comme un moyen fonctionnel pour communiquer à distance avec les personnes proches auxquelles on était affectivement liés et donc auxquels on ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas rencontrer en présentiel du fait du confinement. Et ces usages ont permis de diminuer les affects négatifs liés à l'éloignement. Et on a vu, c'est pour ça que j'ai mis sur une autre diapo une photo d'une personne âgée, parce qu'il y a aussi énormément de personnes âgées qui ont appris à utiliser ces plateformes. Ça a permis de lutter contre les affects négatifs liés à l'éloignement et la crainte de voir ses proches en mauvaise santé, d'augmenter les affects positifs. Au tout début du confinement, quand même, il y avait une crainte du virus qui était forte. Hein. C'est vrai que maintenant, on est 2 ans plus tard, quasiment, mais le contexte était différent. Deuxièmement, par rapport à ces usages actifs, cette fois-ci des réseaux sociaux, ils ont permis de participer à des groupes numériques au sein desquels, notamment WhatsApp, au sein desquels les personnes ont co-construit du sens, ont co-construit des valeurs, ont affirmé leur identité sociale. Et c'est vrai qu'au sein de ces groupes, notamment WhatsApp, les personnes se sont senties socialement légitimées à poster des messages pour affirmer qui elles étaient, ce qu'elles pensaient de la situation, mais c'était très lié à leur identité, à leurs valeurs, à leurs croyances, et voire même elles se sont davantage auto-révélées que dans la vie réelle sur ces groupes numériques. Et des études ont montré que souvent cette auto-révélation était associée à moins de stress. Donc, je vous ai mis, je ne voulais pas préciser, mais vous l'aurez compris, des verbatims, des extraits de discours pour illustrer ces éléments-là. Au sein de ces groupes numériques, on a rapidement vu émerger, dès la deuxième vague d'entretien, 20e jour de confinement, 2 phénomènes que je vous explique très rapidement. Le premier, c'est que, et c'est classiquement observé dans les groupes hors ligne, il y a eu la création de stéréotypes, de stigmatisation. En somme, il y a eu un phénomène de rejet à des personnes qui appartiendraient à un out-group, ce qu'on appelle l'out-group, donc versus l'in-group, nous. Et notamment, cet out-group aurait, selon les personnes, des valeurs opposées à celles de l'in-group. Et il y a eu, par exemple, une stigmatisation par les personnes interrogées de celles et de ceux qui ne respecteraient pas le confinement, qui seraient dangereuses pour la société, pour la santé, etc., versus elles, qui le respectaient, évidemment. Le deuxième phénomène est plus lié et ça c'est assez global, à une recherche, au bout de 3 semaines de confinement, à une recherche active de communication apaisée. C'est-à-dire qu'il y a eu un évitement tant dans les messages postés en production qu'en réception, dans ceux qu'on regardait, de tout message qui pouvait provoquer des affects négatifs et de nuire au sentiment d'appartenance sociale à ces groupes numériques. Donc, cette première famille de coping médiatique est aussi donc, centrée sur les besoins sociaux, repose également sur des usages passifs. Alors, les usages passifs, ça consiste à regarder ce qui se passe sans interagir, pour le dire très très simplement, et ils étaient essentiellement, en tout cas dans ce qu'on a pu observer sur Facebook et Instagram, où les personnes observaient ce qui était montré la vie des amis, entre guillemets, des amis en ligne sans échanger avec eux. Et lors des recherches sur ces usages passifs, hors contexte épidémique, on se rend compte qu'ils sont généralement, les comparaisons sociales étant en défaveur de l'observateur, ils sont généralement très négatifs pour le bien-être. On pense que les autres ont une meilleure vie que la sienne, enfin ça c'est très documenté par les recherches. Et s'ils sont excessifs, ces usages passifs peuvent même être associés à des troubles anxieux et dépressifs.
donc très négatif hors épidémie. Et nous, de façon étonnante, ou pas d'ailleurs, on s'est rendu compte dans nos résultats que c'était le contraire qui se passait. Et on s'est posé la question et on a vu 4 raisons, on a émis 4 hypothèses selon lesquelles ces usages passifs n'étaient pas négatifs pour le bien-être et étaient au contraire perçus comme positifs et bénéfiques. Déjà parce que tout le monde était confiné. Donc, il n'y avait plus les comparaisons sociales et le fait de voir la vie des autres n'était plus une source d'envie et de jalousie, comme ça peut être le cas hors épidémie. Deuxièmement, la fameuse fear of missing out, qui est un des facteurs quand même explicatifs des altérations du bien-être hors épidémie, était devenue inexistante. Tout le monde étant confiné, il n'y avait plus de soirées ou de choses qu'on pouvait louper. Troisièmement, les comparaisons sociales, étonnamment, n'étaient pas ascendantes en défaveur de l'observateur, ou en tout cas, elles étaient globalement, parfois même descendantes, mais surtout, elles permettaient de s'assurer du caractère normatif de ses propres réactions. Et ça générait au contraire un sentiment positif de bonne intégration et d'appartenance sociale, c'est-à-dire voir que les autres faisaient comme soi. Et enfin bon, on pourra en discuter. On a même vu des choses étonnantes au moment du déconfinement, notamment. Bon. Quatrièmement, les réseaux sociaux ont été utilisés comme une source d'apprentissage social en fournissant des modèles de rôles sociaux valorisés, notamment le papa qui est capable de travailler en télétravail ou la maman qui assure avec les enfants en bas âge, etc. Donc, ça a permis aussi des comparaisons sociales, dans ce cas-là, bénéfiques au bien-être. Alors, j'en ai terminé avec la première famille de niveau, on va dire, microsocial. Deuxième famille, cette fois-ci, un niveau plus macroscopique et collectif. Les résultats montrent que les réseaux sociaux fournissent une expérience psychologique qui donne à l'individu un profond sentiment d'intégration culturelle, où tout le monde dans le pays, et je pourrais même rajouter dans le monde, mais nous on s'est limité à la France, partage les mêmes expériences de vie et comprend les autres avec un fort sentiment de fraternité. Ça, c'était en 2020, au moment des confinements. Cette stratégie a amélioré le bien-être et régulé les émotions collectives grâce à la contribution des réseaux sociaux, et on a identifié 3 composantes. La première, c'est celle du lien social perçu via les réseaux sociaux, qui a vraiment renforcé un sentiment de reliance anthropologique avec les membres d'une même culture française, qui vivaient le même événement bouleversant et qui partageaient socialement des émotions identiques. Et dans les contextes hors ligne, plusieurs recherches, notamment en psychologie dans les contextes, oui, hors ligne, pardon, plusieurs recherches en psychologie de la santé ont montré que les sentiments de connexion et de cohésion sociale avec une grande communauté diminuaient les émotions négatives et sont généralement bénéfiques pour le bien-être. Et il semble que ce processus constaté par les recherches hors ligne s'est également révélé au niveau numérique lors des interactions sur les réseaux sociaux en contexte de risque sanitaire. La deuxième composante, c'est la réalisation d'actions collectives proches de ce que Deusch appelle les rites occasionnels, qui sont capables d'offrir, je le cite, une protection face aux dérèglements historiques de l'ordre collectif et cyclique. Et c'est vrai que ces rites, exemple les applaudissements au quotidien, à 20h, aux fenêtres, pour évidemment soutenir les soignants, je rappelle, c'était en 2020, sont mentionnés par la majorité des interviewés et auraient favorisé, selon nous, la construction de valeurs sociales, d'une cohésion sociale et vraiment d'un sentiment de bien-être social. Et la troisième composante, c'est lié à la production collective de signification via les messages et les actions collectives. Alors, évidemment, les actions collectives en ligne, ou en tout cas faites ensemble, mais individuellement, chacun chez soi, qui a contribué à construire des significations sociales des événements à une large échelle, en l'occurrence le pays. Et ce copying médiatique est interprété ici à la lumière des travaux qui étudie les grands événements socio-médiatiques extraordinaires. Et je pense que c'est le cas de la pandémie de Covid-19. On pourra en discuter, mais elle a toutes les caractéristiques, en tout cas telles qu'on les a définies, de ce type d'événement.
Et dans ce cas-là, on considère les médias et en particulier les réseaux sociaux comme support d'une conscience collective numérique, c'est-à-dire dans cette conscience collective numérique, les gens tirent une plus grande signification sociale et culturelle de l'événement, un sentiment accru de connexion anthropologique à un grand tout, à une grande communauté humaine, et sont mieux à même de gérer les émotions collectives et de participer à des actions et rituels collectifs. Évidemment, tout cela, ça s'est documenté par la littérature, a un impact positif sur le bien-être social qui a été particulièrement impacté par le confinement, le bien-être social. Et je voudrais arriver à une première contribution de cette recherche, c'est que la mise en évidence de ces 2 premières familles de coping médiatique confirme la littérature qui a souvent analysé les composantes sociales des coping médiatiques en lien avec le bien-être psychologique. Ici, on va plus loin dans cette étude en approfondissant l'étude des aspects sociaux et en faisant un lien directement avec le bien-être social qui était moins étudié que les 2 autres. Et pour la première fois dans la littérature, on a mis en évidence des processus d'une part microsociaux et d'autre part macrosociaux impliqués dans l'utilisation des plateformes de communication audiovisuelle et des réseaux sociaux numériques. Et ces processus fournissent des outils pour comprendre, en tout cas pour répondre à des besoins sociaux qui sont habituellement satisfaits hors ligne par les interactions sociales et qui ont provoqué une satisfaction sociale menant à un bien-être social accru dans le contexte de Covid. C'est-à-dire qu'on les a retrouvés en ligne, ces satisfactions. Et pendant le confinement, les réseaux sociaux, les plateformes de communication audiovisuelle, pour synthétiser, ont été utilisés pour satisfaire des besoins sociaux qui n'auraient évidemment probablement pas pu être satisfaits par d'autres médias et probablement également pas par des moyens non médiatiques puisqu'on était confinés. La troisième famille de coping médiatique, on est toujours au début du confinement. On est dans les premières, dès le début du confinement. C'est une famille de coping médiatique liée au bien-être psychologique, qu'on appelle également eudémonique. Et là, on est sur un coping médiatique qui contribue à donner un sens à sa vie via 3 sous-types qu'on a observés, qui sont directement liés à 3 dimensions à partir desquelles, de façon générale, selon la littérature et notamment Seligman, les personnes recherchent un sens à leur vie cohérent avec leurs valeurs. Généralement, on le recherche dans la dimension affective, les valeurs de parentalité et la famille. Et les médias sociaux ont été utilisés au service et les médias au service de cette dimension-là. Il y a également un deuxième sous-type qui était plus lié à une dimension cognitive, notamment avec l'utilisation des médias et les médias sociaux, des médias de façon générale, qui développent les croyances et la spiritualité. Enfin, il y avait un troisième sous-type qui était lié à une dimension plus comportementale, notamment l'utilisation des médias et des réseaux sociaux qui permet de transmettre activement des valeurs sociales aux autres. Je fais une dédicace à Caroline, qui est un pseudo qui parle du monde de demain dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc on ne parle plus beaucoup. C'est une parenthèse. Donc, ce sont des résultats qui sont cohérents avec les travaux existants, bien sûr, qui ont souligné la nature collective du sens. Les personnes cherchent activement à partager socialement leur propre signification des événements existentiels, en lien donc avec ce bien-être. Donc, il y a une deuxième dimension au niveau du bien-être démonique ou psychologique. On n'est plus au niveau du sens de la vie, mais on est plutôt sur un coping médiatique qui contribue au développement personnel. Pendant les confinements, certaines personnes ont développé de nouveaux usages des médias qui ont accru leurs besoins de développement personnel, qui a été une source importante de bien-être psychologique. Et notamment, un exemple qu'on a mis là, c'est l'acquisition de connaissances sur différents domaines, notamment des domaines spirituels. Et là, je m'arrête sur une deuxième et une troisième contribution de la recherche. Des études avaient déjà identifié les copings médiatiques pour améliorer le bien-être psychologique, notamment les travaux d'Eden et de ses collègues, mais également Wolfer
et Schneider, mais nos résultats fournissent plus de détails sur les processus impliqués évidemment dans le contexte de Covid. Et c'est le deuxième apport de la recherche, montrer que les médias ont été utilisés en relation avec deux facteurs déterminants du bien-être psychologique. Donc, on le voit ici, le sens, donner un sens à sa vie et le développement personnel. Et la troisième contribution, c'est en lien avec la psychologie de la santé, qui explique qu'un individu en situation de stress chronique, ou qui souffre d'une altération de son état affectif, peut mettre en œuvre des stratégies de coping en lien avec le bien-être psychologique et eudémonique, mais généralement, il le fait uniquement après avoir mis en œuvre des stratégies de coping classiques, et si les résultats émotionnels de ces premières stratégies sont inefficaces, c'est-à-dire si on se sent toujours mal, pour le dire simplement. Et ici, on a identifié des copings médiatiques mis en œuvre précocement pour améliorer le bien-être social, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais également pour améliorer le bien-être psychologique et eudémonique, c'est-à-dire dès le départ, non pas après que les premières stratégies étaient perçues comme inefficaces. Donc, ces copings médiatiques ont des fonctions plus importantes que celles identifiées jusqu'à présent dans la littérature. La quatrième famille, vous verrez le deuxième niveau de coping est plus rapide. La quatrième famille de coping médiatique de premier niveau est axée sur des émotions individuelles liées au bien-être hédonique. Bon, celui-ci, on est plus familier avec lui. Hein, il y a différents sous-types. Donc, on a trouvé des copings médiatiques d'évasion, c'est-à-dire qu'on utilise le divertissement, parfois régressif. Là, il y a l'exemple d'un dessin animé, parfois drôle. Il faut dire que les médias ont beaucoup rediffusé les films de De Funès, de Bourvil, etc., hein, tant qu'à faire. Donc, ce sont des divertissements qui sont en capacité de provoquer des émotions positives et de réduire les émotions négatives en diminuant, c'est important, les pensées intrusives et ruminatives. Au moins, pendant 1h30, on rigole, on ne pense pas. On ne pense pas à autre chose forcément, mais on ne pense plus à ce qui nous tracasse. Et ces copings d'évasion étaient perçus comme générant des effets positifs immédiats, mais notre suivi longitudinal sur 36 semaines a montré que ceux qui les utilisaient fréquemment souffraient globalement de difficultés d'adaptation et d'une altération de l'humeur. Et dès le 30e jour, c'est-à-dire on est sur la deuxième ou troisième vague, 30e jour de confinement, chez les personnes qui regardaient ces contenus de divertissement plus longtemps que les autres et en disant c'est pour rigoler, c'est pour être en régression, mais c'est-à-dire qu'il y avait un but déclaré de se divertir, chez ces personnes-là, il y a eu vraiment elles ont évoqué un sentiment de ne rien faire d'intéressant de leur vie, de se laisser aller, de procrastiner, parce que beaucoup travaillaient quand même à la maison hein, aussi. Et donc, il y avait un manque de sens et d'efficacité personnelle. Et des auteurs hein, comme Eden et al., dont je vous ai déjà parlé, l'avaient déjà observé. L'efficacité perçue de ces copings médiatiques d'évasion, elle ne s'étend pas au-delà du court terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser la crise en faisant que regarder des divertissements et des dessins animés, pour le dire simplement. Et on a vu dans nos résultats qu'après environ 30 jours, ces sentiments de manque de sens et de manque d'auto-efficacité sont apparus et peuvent éventuellement être interprétés comme un manque de satisfaction de besoins nécessaires au bien-être psychologique, le sens de la vie, autre chose que les émotions positives, négatives. Et en outre, il y avait aussi une augmentation des affects négatifs, mais peut-être que ce que je dis parle à certaines d'entre vous, hein, parce qu'on est tous passés par là. Il y avait des sentiments, des affects négatifs comme la culpabilité, qui sont apparus à partir du 30e jour. On culpabilisait de justement faire ce genre de choses, et pris ensemble, tous ces résultats expliquent probablement les difficultés d'adaptation observées. Donc, il y avait également un coping médiatique au niveau de l'évasion avec le partage social des émotions, mais là, on est sur un partage social des émotions pendant le visionnage d'un divertissement en famille, en couple. Il y a eu ces moments dans la bulle familiale qui ont créé du bien-être. Et il y a aussi les personnes sur les réseaux sociaux en particulier qui ont utilisé l'humour pour poster et échanger des blagues sur le virus ou le confinement.
quand elles se sont senties autorisées à le faire. Ce n'était pas au tout début. Mais l'efficacité perçue de ces copings est probablement due au fait qu'ils impliquent la régulation émotionnelle, bien sûr, mais ils impliquent aussi les relations sociales. Et il y a des effets bénéfiques sur le bien-être social, notamment en lien avec le soutien social qu'on a pu avoir et le renforcement de l'image de soi et de l'identité sociale. Et les messages humoristiques dans un contexte de santé ont souvent, et ça les recherches l'ont montré déjà avant, amènent à un recadrage cognitif. Finalement, la peur, il y a un recadrage cognitif de la situation et c'est très utile pour la gestion des émotions. Et le fait d'en rire permet justement de voir ce qui est dangereux autrement. Donc, je passe rapidement à la deuxième famille, mais avant de la développer, je voudrais souligner une quatrième contribution de la recherche qui permet de mieux comprendre la dynamique de ces processus de coping médiatique et leur évolution dans le temps, leur efficacité perçue. C'est vrai que dans ces résultats, on a un contexte d'interprétation plus large au sein d'une dynamique de processus d'observation, de processus d'adaptation à deux niveaux. C'est-à-dire qu'on les a observés au bout de 30 jours, dès le départ, et au bout de 30 jours, il y a eu une évolution des copings, des changements, c'est-à-dire que ça permet de constater la relative flexibilité des copings médiatiques chez les personnes au sein d'un même niveau, mais également entre les deux niveaux, et il varie selon l'efficacité perçue. Donc, concernant ces copings, alors la pandémie de Covid et les confinements ont duré plus longtemps que prévu. On ne savait pas à l'époque comment ça allait évoluer et on nécessitait une adaptation, une régulation du bien-être à plus long terme, puisqu'on était encore confinés en décembre, oui, c'était en novembre. Et les résultats ont montré l'émergence autour de la 4e semaine de confinement, donc 30e jour, de 4 nouvelles familles. Le suivi longitudinal a montré qu'elles avaient une bonne efficacité perçue dans l'augmentation du bien-être à court et long terme, qui était encore observable à la fin de notre étude, à la 36e semaine de l'étude. Donc, voilà, on y est sur la deuxième famille. Il y a eu un changement dans les perceptions des personnes sur l'environnement social et sanitaire. Ça a été aussi un moment clé. Plus de la moitié des personnes interrogées ont à ce moment-là commencé à accepter plus facilement le caractère incertain de la situation. Le fait qu'on n'aurait pas certaines informations. Et il y a eu là encore un recadrage cognitif, une réduction de la recherche d'informations, parce qu'il y avait une recherche frénétique d'informations dont je n'ai pas parlé au tout début, donc moins de recherche d'informations sur les risques pour la santé et le contexte sanitaire. Et donc, il y a eu une deuxième, donc concernant ces copings de deuxième niveau, alors, j'ai passé peut-être… C'était la première famille dont je viens de vous parler, la redéfinition cognitive et l'acceptation de l'incertitude, excusez-moi. Deuxième famille, une réduction défensive de l'exposition, c'est-à-dire qu'au début du confinement, les personnes interrogées, comme nous tous, vu les chiffres d'audience, s'exposaient beaucoup aux médias, notamment à la communication publique et les infos données par Santé publique France, le gouvernement et les journaux télévisés, les chaînes d'infos en continu. Et au fil des semaines, énormément de personnes interrogées se sont senties stressées par ce surplus d'informations reçues sur la crise sanitaire et qui finalement n'apportaient pas les informations attendues. Et donc, ce coping consiste à réduire l'exposition à ces contenus. Mais sans accepter l'incertitude, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. On ne l'acceptait pas, mais on n'en pouvait plus. Et c'est l'exemple du coping. On ne s'exposait plus car on était trop stressé. Et ce coping a été perçu comme efficace car il a donné aux gens le sentiment de réduire la gravité perçue de la situation. Et donc, de fait, en conséquence, de réduire les émotions négatives associées à cette perception. Mais bon, il faudrait poursuivre les études pour voir ce que ça donne à plus long terme. Troisième stratégie d'adaptation, le changement défensif de médias, c'est-à-dire qu'il y a eu deux types de coping qui ont utilisé ou un autre média que la télévision ou d'utiliser d'autres types d'informations télévisées. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier coping qui a consisté en un meilleur contrôle de l'exposition à la télévision,
Par exemple, des personnes interrogées nous ont dit, moi maintenant je vais sur Internet et c'est moi qui choisis. J'en ai marre de recevoir ce flux. Et un deuxième coping qui consistait à alterner des périodes courtes passées sur les réseaux sociaux et sur des plateformes de divertissement pour se détendre quand ils étaient face aux informations. Et c'est vrai que certains, la télé était allumée très, très longtemps dans la journée. Donc, globalement, ça montre la possibilité d'un média d'être utilisé pour contrebalancer des effets négatifs d'un autre média. Enfin, dernière famille, des changements défensifs dans les types de loisirs pratiqués. Alors, la longue durée de la pandémie et les confinements semblent avoir conduit au développement de ce type de camping. Tout d'abord, il y a une majorité de nos sujets qui avaient initialement développé des campings d'évasion, qui donc divertissement, par exemple, qui les ont progressivement perçus comme inefficaces et les ont réduits de façon significative. Et elles ont apporté des changements à leur activité de loisir. Et ça, c'est le deuxième point. Il y a eu une intensification ou l'apparition parfois de besoins davantage liés au bien-être psychologique, et ce, au fil des semaines. Et il y a eu de nouvelles activités ou d'utilisation des médias qui ont été mises en place pour satisfaire ces besoins-là, c'est-à-dire le sens à la vie, le développement personnel. Et si la télévision était fréquemment regardée au début du confinement, d'autres activités de divertissement, médiatiques ou non, ont constitué une nouvelle source de bien-être, hédonique ou psychologique. Hédonique avec des activités de loisirs qui génèrent immédiatement des émotions positives, jeux, puzzles, écoute de musique, lecture, etc. Mais également des loisirs qui impliquaient des compétences manuelles, créatives ou artistiques, dessin, peinture, montage vidéo, enfin je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais également qui impliquaient une activité physique. Ça, on a observé des changements de loisirs à ce niveau-là. Donc, ce suivi longitudinal a montré que ce type de loisirs favorisait des sentiments de croissance personnelle et de bien-être psychologique accru, conformément au modèle de Riff dont je vous ai parlé. Pour conclure en une phrase, puisque je suis tout petit peu en retard, je vous ai présenté les principaux résultats de notre recherche. C'est-à-dire que dans un contexte de Covid, il y a eu deux grandes catégories de coping médiatique très divers à deux moments différents, tout de suite au bout de 30 jours, pour s'adapter à la situation et augmenter le bien-être. Maintenant, effectivement, même si on traite les résultats, il y a tout un tas de recherches qui sont mises en place dans le monde entier là-dessus, et en tout cas, ça doit continuer pour être approfondi. Donc, je suis bien sûr disponible pour les échanges, les questions, chers amis. Maintenant que nous sommes déconfinés, sans masque, c'est la fête. Dites un observateur extrêmement objectif et collaborateur de la recherche. Et la troisième, la quatrième. Voilà. Ouais, ouais. Si tu veux prendre la parole, Pascal, au départ, comme tu le souhaites. Je confirme que c'est une excellente étude. Non, ça me pose plein de questions à des niveaux très très divers. Certains un peu plus pratiques et d'autres beaucoup plus générales. Alors, je ne sais pas trop. Si, je vais commencer par des choses plutôt générales. Bon, travailler sur un contexte de crise, et notamment de crise sanitaire et épidémique, c'est sûr, c'est toujours un moyen de mettre en évidence des fonctionnements fondamentaux et des évolutions. Alors, j'allais dire, ce n'est pas la première fois. Hein. C'est sûr qu'on a deux caractéristiques. C'est sans doute une crise épidémique d'une ampleur exceptionnelle. Et deuxième chose, c'est peut-être l'une des rares, peut-être la première, il faudrait vérifier, qui a été faite en période de réseaux sociaux numériques, puisque celles qu'on avait connues avant et sur lesquelles on a pu travailler, bon, les miennes remontent au sida, mais ensuite il y a eu les grippes aviaires, il y a eu la vache folle, il y a eu on travaille sur les OGM, plein de trucs. Et il y avait quand même toujours cette question-là, en gros, de rapport
je vais le poser comme ça, le rapport entre la connaissance et la prise de décision. Je crois que le nœud de la question, il est là. Le nœud, il est comment est-ce qu'on prend des décisions et surtout dans des situations où on est en détresse de connaissances. On ne sait pas. On ne sait pas prendre une décision rationnelle parce qu'on n'a pas l'information. Et donc, ce qui permet de passer de la connaissance ou du manque de connaissance à la décision, c'est effectivement l'information. C'est là, c'est le nœud qui va nous permettre à un moment donné d'orienter notre décision. La décision, c'était est-ce que je dis à mes enfants comment se préserver du sida? Est-ce que j'achète de la viande de bœuf et j'en donne à mes enfants? Est-ce que voilà, c'est ça. Et là, c'était la question de la vaccination, la question, enfin, ça arrive un peu plus tard, mais des masques, du confinement, etc. Le confinement, la part de décision a été assez limitée, mais le télétravail, on continue quand même. Hein. Et donc, la question, c'est ça. Et du coup, on pourrait se dire assez, de façon très caricaturale, il y a deux façons d'aller chercher de l'information. Il y a des sources expertes et puis il y a des sources affinitaires, donc des groupes. La question, c'est, on pourrait avoir imaginé que dans le meilleur des mondes possibles, on aille chercher des sources expertes, que la discussion se passe à un niveau scientifique, on identifie les causes des processus et la prise en charge, et que finalement, là, on aille voir qu'est-ce que c'est que l'expertise en termes d'épidémie, donc la science, etc., et que tout le monde ait un discours rationnel. On a vu que ça ne s'était pas passé comme ça, et ça ne s'est pas passé comme ça, sûrement, je reviendrai sur la contextualisation, hein, parce que peut-être que le statut même de l'expertise est discutable et discuté, peut-être que la science n'est pas homogène et traversée elle-même par des contradictions qui sont, pour le coup, révélées de façon assez flagrante. Peut-être parce que du coup, il y a aussi une alliance objective entre certains, qu'on a vu aussi, entre certains discours de connaissance et certains discours politiques, et que du coup, la connaissance, l'information commence à prendre une valeur sociale et en l'occurrence une valeur politique, et que du coup, les gens se retournent vers des groupes affinitaires en disant quand je ne peux pas aller chercher une source qui me paraît indiscutable pour prendre une décision, je vais au moins aller chercher des gens en qui j'ai confiance. Et c'est là que votre travail, je trouve, est essentiel, c'est que moi, jusque-là, je le traduisais en termes de groupes relativement facilement identifiables dans les pratiques des gens, hein, des groupes dans lesquels les gens étaient engagés clairement. Là, on a autre chose. Là, on a autre chose dans l'identification des groupes, c'est-à-dire est-ce que ces groupes sont vraiment clairement identifiés? Quand on va sur des groupes, sur des réseaux sociaux numériques, on sait qu'on va vers des communautés. Ces communautés sont des groupes d'échange d'informations sans même avoir conscience que le groupe existe. C'est que nous, on a des moyens de mettre en évidence ces circulations, notamment sur Twitter. Hein. Les gens n'en ont aucune conscience. Ils n'ont absolument pas conscience d'appartenir à un groupe. Et pourtant, formellement, on les met en évidence qu'on ne tweete pas n'importe quoi, n'importe qui. Et qu'il y a des communautés de tweets. Les gens n'ont pas conscience et pourtant, ils y participent. Ils y participent. Moi, j'ai bien aimé l'idée de chercher... alors, j'ai bien aimé l'idée, mais j'ai très, très mal écrit. Mais l'idée de chercher le bien-être et la recherche un peu identitaire dans une conscience collective numérique. Et je trouve que ça, c'est essentiel, parce que ça nous amène, en gros, à construire une connaissance sur la base d'un échange d'informations et non pas sur la base d'une recherche d'expertise. Et donc, ce n'est pas pour rien que ça va se faire sur les réseaux sociaux numériques. Et ce qui me paraît aussi extrêmement intéressant dans votre travail, c'est le troisième, c'est-à-dire que ça va petit à petit conduire aux gens à passer de la simple recherche de confortation, d'identité, du support social, de lutte contre l'incertitude, il y avait tout ça, hein, notamment sur le premier, maintenir les liens et participer à des groupes, et surtout sur le deuxième, en fait. Hein, le lien social, les actions collectives, la production collective de signification, là, on est à la fois dans la construction d'identité, la recherche d'un support social pour lutter contre l'incertitude. Et tout à coup, on passe au 3, qui est le sens de la vie, le développement personnel. Et là, comme s'il y avait quelque chose qui n'aurait pas forcément dû être lié, mais qui va se greffer à cette recherche d'information. Donc, c'était ça la première peut-être question que j'avais, c'est finalement, est-ce que vous avez pu identifier les raisons pour lesquelles
les réseaux sociaux numériques, puisque les trois sont liés à ça, n'ont pas servi aux gens à aller chercher de l'information pour grandir, pour accroître leurs connaissances et asseoir une décision, mais au contraire, un support social, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du soutien, du lien, et qui va ensuite déboucher sur le bien-être. Ça, c'est une première chose. La deuxième, peut-être, c'était sur les émotions. J'ai l'impression que le quatrième a été beaucoup plus lié à la télévision ou à l'utilisation presque télévisuelle des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va chercher des séquences, on va chercher sans doute des films sur YouTube, sans doute des posts sur Twitter, qui ne permettent pas alors là, du coup, qui ne font pas communauté, mais qui font divertissement et qui sont, alors, du partage d'émotions. Tu as parlé de partage d'émotions. Ma question, c'était est-ce que vous avez une façon d'identifier les pratiques médiatiques des gens là? C'est qui ces gens qui sont plutôt dans le cadre? J'aurais comme idée que ce n'est pas les mêmes, peut-être pas les mêmes âges, peut-être pas les mêmes habitus culturels que ceux qui sont dans les trois premiers. Mais ça serait une hypothèse, parce qu'on a plus quelque chose de l'évasion, quelque chose de plus en fait personnel. Je vais chercher une raison de sortir du problème plutôt que je vais essayer de me construire avec les autres un lien social et une nouvelle communauté. Donc voilà, je ne vais pas en dire. Peut-être la dernière chose, parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais je trouve extrêmement intéressant l'idée qu'il y ait eu un changement 30 jours après. C'est super d'avoir vu ça. Parce que c'est effectivement le moment où les gens se disent on était parti sur quelque chose de court, sur lequel il fallait réagir dans l'urgence, mais finalement ça va passer, à quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, et du coup, le coping n'est pas le même. C'est-à-dire que cette espèce j'allais dire de prise de conscience, mais ce n'est même pas de prise de conscience, parce que je suis absolument persuadé que les gens n'en ont pas conscience. Et donc ce changement de rapport à l'information, qui est sur ça va durer. Et la première stratégie ne peut pas continuer comme ça, parce que cette recherche de bien-être psychologique, de sens de la vie, qui était une sorte de sparadrap immédiat, lorsque les choses menacent de durer, ça ne marche plus. Et ça ne marche plus comment? Les gens acceptent, se résignent, ils baissent leur recherche d'information. Et je trouve que c'est un petit peu dramatique comme truc, la baisse de la recherche d'information, et qui s'accompagne, est-ce que j'ai bien compris que ça s'accompagne aussi de la baisse de la gravité et de la baisse des émotions négatives? Donc c'est une anesthésie, quoi. C'est une anesthésie cognitive. Je laisse les co-auteurs intervenir. On pouvait éviter les émotions négatives et générer du bien-être. L'idée, c'était ça partait du bien-être. L'objectif, c'est que si un jour on se retrouve dans une situation adéquate, on dit finalement à nos concitoyens à générer plutôt du bien-être que des sentiments, des émotions négatives. Ouais. Et pas être dans le stress absolu. Ah oui. Dans une situation d'incertitude maximum comme vous l'avez vécu, il faut trouver des solutions. Mais ça passe pas. Elle apporte aussi des solutions à ce niveau-là. Mais ça ne passe pas par le contrôle de l'information, par la recherche d'information. Il n'y avait pas d'information. De toute façon, l'information ne servait pas à répondre à la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment fait-on pour… Pour moi, le nœud, il est là. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à fournir de l'information qui permettrait aux gens de… C'est ça. Oui, juste pour reprendre ce que disait Pascal, parce que j'en ai pas parlé, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une recherche frénétique d'informations au début, et que, en fait, Bracher a montré ça sur un contexte de santé, notamment pour les personnes malades, et par exemple, qui apprennent qu'elles sont malades, qui recherchent de l'information, etc. Et à un moment, c'est une situation incertaine, c'est la gestion de l'incertitude, et que les personnes, à un moment, donc on l'a tous fait, les gens recherchaient de l'information, et à un moment, c'est qu'un élément, il y a eu, pour certains, pas pour tous, parce que certains ont continué à rechercher de l'information et à ressentir des émotions négatives, à un moment, pour certains, on s'est rendu compte que cette information, elle ne servait pas à grand-chose, parce que tant le gouvernement que les autorités de santé publique, finalement, découvraient, enfin, ce n'est pas du tout négatif, c'est que c'est facile d'en parler 18 mois après, mais au départ, dans le monde entier, les dirigeants politiques et les instances de santé publique découvraient, donc il y avait réellement, il y avait peu d'informations,
utile pour que les gens gèrent, parce qu'on a beaucoup reproché par exemple sur les masques, mais on ne savait pas au début. Enfin, c'est vrai que c'est facile a posteriori. Et les médias, bon, ça c'est mon avis, on l'a peu étudié, même s'il y a eu quelques points. Il y avait aussi beaucoup d'experts, entre guillemets, qui n'en étaient pas dans les médias, et chacun disait ce qu'il voulait, et donc finalement, on ne savait plus quelle était la bonne info. Et pour terminer là-dessus, à partir du 30e jour, donc il a ce moment clé, c'est aussi un moment sur cette gestion de l'incertitude. Donc, le gouvernement et Emmanuel Macron a dit explicitement, on a le discours, on n'en sait pas, on n'a pas d'informations. On ne peut pas en dire plus, on ne sait pas, on navigue à vue et c'est jour après jour. Et il y a certaines personnes qui ont accepté l'incertitude et c'est un mécanisme, pour revenir à Brasher, qui, dans ce cas-là, permet de se sentir mieux face à la situation, de se dire ben, on ne sait pas et faisons avec. Et donc, ces personnes-là, comme elles savaient qu'elles ne trouveraient rien, elles ont finalement moins cherché l'information ou cherché autrement. Voilà, c'est pour dire simplement, mais qu'un tout petit point de ton... Ouais. Tu as le micro? Mets ton micro. Non, mais tu peux mettre... Ah, il est là, tu peux venir là. Est-ce que tu peux te mettre... Oui, pour revenir à ce que disait Pascal, ce rapport... Après tout, on a des vieux modèles quand même. La cybernétique, elle est née de la gestion aussi de l'incertitude. C'est vrai qu'on a peut-être oublié, Le Moine a écrit quand même des centaines de pages là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même toute une pensée qui s'est développée de rationalisation même extrême au XXe siècle sur justement comment faire pour décider dans des contextes d'incertitude et d'interdétermination. Par rapport à ce que tu disais, Marie-Pierre, il faut dire aussi que la recherche d'informations, aussi on l'a vu dans l'étude qu'on a faite, à quel point il y avait chez tout un chacun une recherche frénétique de l'information, mais il y a eu en parallèle la montée, tu le disais d'ailleurs d'une certaine manière, de la disqualification de l'expertise et de la multiplication des personnes dites expertes. Les médias convoquaient à un moment n'importe quel médecin, même des fois pas médecin, mais qui venait témoigner, il y en a eu un célèbre, qui venait témoigner à la télévision et qui donnait son avis un peu sur toutes les choses. On a quand même deux choses. Quoi qu'on puisse en penser, la volonté ici, puisqu'on a eu une grosse polémique, et puis alors aussi, nous, on l'a vu, la montée des polémiques. C'est-à-dire tout était polémique, les masques, la vaccination, le confinement, et donc une montée très très forte, et ça a fortement alimenté les réseaux sociaux. Donc il y a un moment, tu as déjà incertitude, s'ajoutent les controverses sur l'expertise, et s'ajoute la montée en puissance de plus en plus forte des polémiques. Donc ça crée évidemment, alors pour le coup, une indétermination très, très forte au niveau des publics, quoi. On a quand même deux exemples. Quoi qu'on pense de Raoult, lorsqu'il a installé le dépistage systématique, on l'a observé avec Thibault Albertini, qui était mon doctorant à ce moment-là, qui est mon doctorant, on a participé, on a fait des enquêtes, ça venait de partout, de Grenoble, de Lyon, de Paris, pour se faire dépister à Marseille. C'est quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. Et quoi qu'on pense de Raoult, tout l'empêtrage qu'il a eu, cette décision qu'il a prise, il a fait, il y avait toutes les cohortes de toute la fonction publique marseillaise qui sont venues, parce que Marseille l'a voulu, se faire dépister systématiquement. Donc il y a eu ça, dans un contexte d'incertitude, mais il y avait au moins l'expertise que Raoult avait, on peut le reconnaître, en tant que grand épidémiologiste. Et puis quelque chose qui s'est passé indéniablement en France, c'est la période finalement très relative et relativement courte par rapport à la plupart des pays, aussi bien en Europe qu'ailleurs, de la fermeture des écoles. Et ça a été une volonté gouvernementale. Or, on dit, je ne pense pas que ce soit de la rumeur, qu'à un moment, Macron et les personnes qui étaient autour de lui en avaient assez d'être justement prisonniers de l'expertise. Et il paraît qu'il a passé des heures et des heures et des jours à tout lire pour devenir un amateur éclairé de l'épidémiologie et que c'est une des raisons pour lesquelles on a eu une fermeture très relative finalement par rapport à des pays qui ont fermé parfois pendant plus de 6 mois les écoles. Et ça a été une décision politique qui, nourrie dans l'incertitude, a été vraiment à la fois une pari et une décision politique. Alors, on en pense qu'on en veut, mais c'est vrai qu'il y a un moment, on peut penser que dans nos situations actuelles, qui vont être de plus en plus des situations anxiogènes, etc., il y a certainement l'idée qu'il faut que le politique va devoir de plus en plus être un sachant éclairé. C'est-à-dire que sur des contextes comme ça, il ne peut pas se contenter de la parole des experts. Il faut que lui, certainement, se nourrisse aussi d'une certaine dose d'expertise, d'une certaine dose de savoir,
lui permettent de prendre la mesure d'un risque. Et la question de la fermeture des écoles, là, c'est indéniable parce que regardez, tous les pays, même en Europe, la France a été le pays qui a le moins fermé les écoles. Et ça, c'était une vraie décision politique. Non, c'était des remarques. Non, la question, c'était toujours, je reviens sur l'obsession, c'est la contextualisation. On parlait avec Pascal, c'est-à-dire que effectivement, il y a les faits, il y a un regard, mais moi, je pense que, par exemple, le désarroi informationnel qu'il y a eu chez plein de publics, enfin, je ne sais pas comment tu peux l'expliquer toi, mais et alors la force d'expression des réseaux sociaux numériques, c'est qu'il y a eu un gonflement énorme, à la fois de la mise en cause de l'expertise. On n'a peut-être jamais autant mis en cause l'expertise qu'à ce moment-là, l'expertise au plus haut niveau, et en même temps, un surenchérissement des polémiques. Enfin, tout était polémique sur ce terrain-là, qui est relativement normal. Et donc, c'est un peu normal peut-être qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux numériques jouent un tel rôle, enfin, prennent une telle position. Je dirais, en fait, plus il y a d'hypertrophie de l'incertitude, et plus il y a de place pour le délire. Enfin, je ne sais pas quoi dire, mais disons pour l'expression irrationnelle. Il y avait une question en ligne. On va terminer avec Stéphane. Sachant que le bien-être hédonique, vous l'aurez compris, consiste à ressentir des émotions positives et on en ressent quand on mange. En tout cas, on va travailler notre bien-être hédonique après la question de Stéphane. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Si tu l'as, Stéphane? Allô? Ah oui. Parfait. Marie-Pierre, j'aurais volontiers 2 questions à poser très brèves. La première, c'est au début de ton propos, tu as parlé de conscience collective numérique. Je voulais savoir si c'était un terme que tu avais choisi sciemment en référence ou pour se rapprocher de la proposition théorique de la conscience collective virtuelle proposée par Olivier Ollier et Yossry Marzouki. Et ma seconde question, c'est moi j'ai vu des statistiques qui tendaient à montrer qu'il y avait une surconsommation de sites pornographiques et d'applis de rencontres en ligne. Alors peut-être qu'il y avait eu des petits biais dans les questionnaires, je ne sais pas. Est-ce que ça a été évoqué dans vos entretiens? Alors, Stéphane, je vais commencer, si tu veux bien, par Olivier Marzouki, très vite. Merci. Oui, mais si tu veux bien, on va terminer là-dessus pour ne pas perdre la salle. Mais effectivement, on était parti au départ alors, ce n'était pas des travaux, c'était un article de presse, un article de vulgarisation quand même très savant d'Olivier Marzouki au départ, qui parlait de cette conscience numérique digitale. Et nous, on l'avait appliqué, en tout cas, on avait pris ce modèle-là et on l'a alimenté dans le cadre de la réception des grands événements socio-médiatiques, et notamment la mort de célébrités médiatiques. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a trouvé cette fonction des réseaux sociaux. Et je te renvoie à notre article dans la revue Hermès qui date de 2015. Très bien. Et deuxième point sur la pornographie, comment te dire? Oui, vas-y. Je ne sais pas si on t'entend. Viens là. Là pour Didier veut rajouter quelque chose pour nos collègues en ligne et on ne l'entend pas. Je te laisse répondre sur la pornographie, du coup, à Stéphane. L'expert. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, c'est quoi ton site préféré à toi? Mon site, c'est… Oh, pardon, c'est une blague. Ah mince. Non, la conscience collective numérique, ça vient des travaux de Durkheim, 1912, je crois, qui est le premier à avoir dit, à partir du moment où l'être humain seul, il est face à un événement qu'il n'arrive pas à gérer seul, il va chercher quelque chose qui est supérieur à lui. Et donc, il va chercher dans soit une espèce de lien social, et c'est en lien avec les rituels, ça peut être en lien avec Dieu, et on va chercher plus fort que soi. Donc, ça dépasse l'individu. Et donc, on s'est rendu compte que sur le plan émotionnel, pas sur le plan cognitif, parce que Ollier et Marzouki avaient fait sur le plan cognitif, nous, sur le plan émotionnel, quand on sent qu'il y a plein de gens sur des réseaux sociaux qui partagent les mêmes émotions que nous, il semblerait que ça nous rassure.
Et donc, quels que soient les aspects cognitifs qui sont développés, je vais sur les réseaux sociaux quand j'ai un gros problème et je vois qu'on est plein à partager, je vais mieux. C'est exactement ce que disait Durkheim. Voilà. Et pour les sites pornographiques, bah, j'en sais rien. On ne l'a pas étudié. On l'a pas étudié. particulièrement. En même temps, pour terminer sérieusement, non pas que ça ne le fait pas, hein, mais on a quand même, comme on était tous confinés et qu'on a pris cette décision de lancer cette étude en étant confinés, on a choisi d'interroger, puisqu'on était une dizaine d'enquêteurs, des personnes de notre entourage, pas trop proches, Oui. pour qu'il n'y ait pas la barrière de l'intimité avec la personne, donc pas un conjoint ou pas un enfant, mais des personnes de l'entourage. Donc peut-être que la question des sites pornographiques qui a été traitée dans ce contexte-là, notamment les sites de rencontres, ont explosé, notamment au moment du déconfinement, parce qu'il fallait aller vite. Après, bon, je renverrai. Mais en tout cas, nous ne l'avons pas étudié. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je parlais bien des sites de rencontres entre adultes consentants. Hein. Parce qu'avec les sites. Stéphane. Hein. Merci à tous. Tu nous manques un peu. Tu nous manques, Stéphane. Oh, je reviens. Si tu pouvais nous ramener de la moutarde de Dijon, s'il te plaît. On est en rupture ici. Sur ce, nous allons. Oui, je crois. On reprend à quelle heure? On aura un peu de retard, 14h15, ça va? 14h? Allez, reprise à 14h, les amis, on vous tient au courant. Mais on note 14h. Merci beaucoup.